juste pour illustrer, avec déjà quelques conclusions après 3 ans d'application, les moyens pour répondre aux exigences et surtout les dépasser, et puis j'aborderai très rapidement le futur de l'ART, ça vient d'être évoqué, peut-être l'échéance 2018, mais probablement aussi l'échéance 2020, ou les deux. Voilà, donc je démarre sur le contexte. Un premier visuel qui vous rappelle que le Grenelle de l'environnement a été un petit peu le fondement de la dynamique qui a été mise en place par les pouvoirs publics pour renforcer les exigences, de façon à ce que les bâtiments, qui représentent presque la moitié des consommations d'énergie primaire en France, eh bien, voient ces consommations réduites drastiquement afin de répondre aux objectifs de Kyoto. Les objectifs de Kyoto, eh bien, sont rappelés justement dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte, promulguée au mois d'août de l'année dernière, et pour réduire divisé par 4 nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, c'est ça notre feuille de route, eh bien, il y a donc un certain nombre de sous-objectifs qui ont été rappelés ou tout du moins précisés par cette loi, et évidemment la construction soumise à la réglementation thermique, eh bien, sera mise en avant pour faire en sorte que en 2050, eh bien, le parc existant en 2050, eh bien, émette 4 fois moins de gaz à effet de serre que le parc franco-français de 2000. Donc, c'est un sacré deal pour les bâtiments neufs, puisque ça concerne tous les bâtiments, aussi bien les bâtiments qui seront construits entre 2015 et 2050 que les bâtiments déjà existants. Je vous rappelle juste que en 2050, eh bien, les deux bâtiments sur 3 en 2050 sont déjà construits aujourd'hui. Donc, il faudra aussi agir sur les bâtiments existants, mais le sujet est aujourd'hui la réglementation thermique concernant les constructions. Alors j'y viens, donc c'est l'ART 2012, la réglementation actuellement en vigueur. Elle a des principes généraux. Premier principe, c'est une réglementation a priori, c'est-à-dire que c'est une réglementation essentiellement basée sur le calcul. Nous allons convaincre les pouvoirs publics et la maîtrise d'ouvrage que le bâtiment va répondre à des objectifs nationaux avant qu'il soit construit. C'est une réglementation papier. On fait des calculs à partir de plans. Voilà. Et depuis 1974, la première réglementation thermique qui a suivi le premier choc pétrolier, eh bien, ce principe a toujours été le même. Vous verrez qu'il y a une dérogation. L'ART 2012 a amené une justification a posteriori, mais c'est la première fois. Le deuxième principe, c'est l'objet réglementaire, c'est tout bâtiment neuf. Alors, quand on dit tout bâtiment, il y a certains bâtiments qui passent à travers les mailles, si j'ose dire. Par exemple, les bâtiments cultuels, les bâtiments provisoires, des bâtiments très très petits, etc. Il y a toute une liste de bâtiments qui échappent à la réglementation thermique parce qu'on considère que c'est non adapté ou bien que ça n'est pas un enjeu national. Sinon, tout bâtiment, je dirais classique, est soumis à cette réglementation thermique. Toute construction est soumise à cette réglementation, à cette exigence. Quand on parle aussi de bâtiment, il faut rappeler que lorsqu'on fait une étude de thermique réglementaire, on le fait sur un bâtiment, pas sur une partie de bâtiment, pas sur plusieurs bâtiments en même temps. Et par exemple, si je prends l'exemple d'un projet Collège 600 sur une parcelle et que l'architecte a prévu 3 bâtiments physiquement séparés, il n'y a qu'un seul permis de construire et pourtant il y aura 3 études thermiques. Une étude par bâtiment. Chaque bâtiment devra être conforme à la réglementation indépendamment des 2 autres. Voilà, donc l'objet sur lequel on fait le calcul, c'est le bâtiment. Troisième grand principe, la réglementation thermique est une réglementation d'objectifs. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que, eh bien, le bâtiment, là, que je présente ici par la petite flèche ici, ne dépasse pas une certaine consommation maximale. Il y a d'autres exigences, bien sûr, mais c'est l'exigence principale. Celle-ci permettra de faire en sorte que ce bâtiment émette relativement peu de gaz à effet de serre, puisque c'est l'objet final de la réglementation thermique, réduire les consommations d'énergie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et contribuer au facteur 4. Alors il y a toute une série de décrets et d'arrêtés qui sont sortis en plusieurs temps, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous aurez les visuels, mais il faut savoir, et vous savez probablement, que la réglementation thermique ART 2012 est applicable à tous les bâtiments soumis à cette exigence pour les permis de construire déposés postérieurement au 1er janvier 2013.
Alors, le principe de l'ART, c'est de répondre à trois exigences globales en termes de calcul. La première exigence, c'est le B-biomax. Je vais y revenir. Ça concerne essentiellement le bâti, le clos couvert, l'enveloppe du bâtiment. La deuxième exigence, c'est de réduire les consommations d'énergie primaire du bâtiment. C'est le C-max, donc à ne pas dépasser. Et la troisième exigence, pour les bâtiments qui ne sont pas équipés de systèmes de refroidissement, de production de froid, de climatisation, comme on dit au quotidien, eh bien, il faut que ces bâtiments soient supportables durant les périodes estivales. Et donc, il y a une exigence de confort d'été. Cette exigence a été mise au point dans l'histoire réglementaire dès la RT 2000. Évidemment, la RT 2005 l'a appliquée, la RT 2012 l'appliquera, et les futures réglementations l'appliqueront d'autant plus que le climat change, que les hivers seront de plus en plus doux et que les étés seront de plus en plus violents. Alors, lorsqu'on calcule les consommations réglementaires d'un bâtiment, eh bien, on prend en compte 5 postes réglementaires. Ces 5 postes, vous les avez sur ce schéma. Le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, ECS, la climatisation, la production de froid, que vous avez ici, je le surligne avec la petite flèche. Toutes ces installations ici symbolisées par ces flèches vertes, eh bien, ne peuvent fonctionner qu'avec de l'électricité. Il faut des pompes, des ventilateurs, des régulations, des servomoteurs. Cette électricité-là, donc, est spécifique à ces installations. Et donc, on les prend aussi en compte. On les comptabilise dans le bilan énergétique réglementaire. C'est ce qu'on appelle les consommations d'auxiliaires. Et enfin, dernier point, c'est l'éclairage que vous avez ici. Il s'agit de l'éclairage pour le confort des occupants, pour le confort visuel des occupants. Par exemple, dans un hypermarché, tout l'éclairage d'accentuation qui sert au marchandising pour mettre en valeur les produits à vendre ne sont pas pris en compte. Voilà, donc ces 5 postes réglementaires vont être additionnés. Alors, quand on va additionner toutes ces consommations d'énergie, eh bien, on va utiliser différents types d'énergie. On va utiliser de toute façon de l'électricité, ça il y en aura toujours à cause des auxiliaires, à cause de l'éclairage. Mais il pourrait aussi y avoir de l'électricité pour les autres postes, mais il pourrait aussi y avoir du gaz, du bois, du charbon, du fioul, que sais-je encore, de la paille. Bref, il va falloir additionner des kilowattheures électriques à des kilowattheures qui ne sont pas forcément électriques. Et donc, il fallait trouver une règle d'addition, une convention d'addition. Toutes ces énergies n'ont pas le même impact environnemental. Et ici, la convention qui a été choisie, eh bien, c'est la formule que vous voyez en bas. Tous les kilowattheures électriques sont multipliés par 2,58 avant d'être additionnés aux kilowattheures qui ne sont pas électriques. Et l'addition de cette petite cuisine arithmétique aboutit à une unité qu'on appelle des kilowattheures d'énergie primaire. Cette convention s'appuie sur le fait que, je peux vous le rappeler, pour fabriquer 1 kWh électrique, il faut 3 kWh de combustible liquide, gazeux, solide, fissible. Hein, voilà, donc dans les centrales électriques du monde entier, lorsque on utilise l'énergie thermique pour faire de la vapeur et pour faire tourner une turbine et faire tourner un alternateur et enfin avoir de l'électricité, eh bien, il faut du charbon principalement. Dans le monde pour l'instant, c'est le charbon qui est l'énergie la plus utilisée. Le nucléaire, l'uranium, le gaz, le fioul, pourquoi pas, on le fait aussi. Et effectivement, il faut 3 kWh de ces combustibles pour obtenir à la sortie 1 kWh d'électricité. Et cette formule rappelle un peu ce rapport. Le calcul réglementaire est un calcul ultra conventionnel. Hein. On fait un calcul sur plan, ça n'est pas du tout un calcul prévisionnel. Ce n'est pas un calcul prévisionnel car on va faire un calcul très précis, c'est-à-dire qu'on va faire un calcul heure par heure, on va faire un bilan énergétique des 5 postes énergétiques, chauffage, eau chaude sanitaire, froid, auxiliaire, éclairage, heure par heure. Et donc le calcul est très précis, mais les données climatiques le sont moins par force, parce que il ne faut pas oublier que le calcul réglementaire est un calcul administratif. Vous avez ici à gauche du visuel, la carte de France climatique réglementaire, vous voyez qu'il y a 8 zones climatiques. Et vous voyez, par exemple, si je suis dans le Cher, vous voyez, le Cher est ici, c'est le département 18. Oh là, je suis allé trop loin, je reviens, pardon. Voilà, ici,
vous avez un projet à Bourges, eh bien, vous allez faire le calcul réglementaire, c'est-à-dire calculer les consommations d'énergie de votre projet à Bourges avec les données de La Rochelle, qui représentent le fichier météo représentatif de la zone H2B où est situé Bourges. En revanche, si vous avez à 60 km de là, à l'est, vous tombez dans la Nièvre, ouais, dans le département 58, vous avez un projet à Nevers, on est à 60 km, vous voyez, de Bourges, et là on va faire le calcul réglementaire avec les données de Nancy, puisque là nous nous retrouvons dans la zone H1B, donc une autre zone climatique réglementaire. Vous voyez bien qu'il ne s'agit pas, avec le calcul réglementaire, de prévoir les consommations réelles du bâtiment, ça n'est pas du tout fait pour ça. Voilà. Donc le calcul réglementaire n'est pas un calcul prévisionnel et on ne peut pas, à partir du calcul réglementaire, par exemple, avoir une démarche technico-économique et essayer de trouver un optimal technico-économique pour le projet. Ça, on le fait généralement avec les données climatiques du site. Donc oui, on fait un calcul très précis, mais avec des données climatiques qui ne sont pas les bonnes. Voilà. Par ailleurs, le calcul réglementaire n'est pas un calcul de dimensionnement. À partir du calcul réglementaire, on ne va pas savoir s'il faut mettre une pompe à chaleur de 40 kW, une chaudière de 20 kW ou un convecteur de 1000 watts. Ça n'est pas du tout fait pour ça non plus. Le dimensionnement, lui, des installations est basé sur des températures extrêmes d'hiver ou d'été, selon qu'on fasse du chaud ou du froid. Et le calcul réglementaire, lui, calcule des consommations annuelles, évidemment sur des températures moyennes journalières. Donc ça n'a ou horaires. Donc ça n'a rien à voir. Et donc il faut donc bien préciser le périmètre de la réglementation. La réglementation fait ce qu'elle peut dans son cadre, mais il ne faut pas lui faire dire ce qu'elle est incapable de faire. Elle n'est pas faite pour du calcul prévisionnel, pour de la conception. Elle n'est pas faite pour du dimensionnement. Par ailleurs, lorsqu'on fait un calcul sur un bâtiment, eh bien le bâtiment peut très bien être composé de différentes zones d'usage et d'utilisation très très différentes. Prenez par exemple un immeuble collectif dans un centre-ville. Souvent au rez-de-chaussée, vous avez un commerce. Eh bien, le commerce et les logements situés en étage ne fonctionnent pas du tout de la même façon. Il n'y a pas le même nombre d'occupants mètres carrés, il n'y a pas les mêmes besoins d'éclairage, le même besoin de chauffage, le même besoin de climatisation, le même besoin d'éclairage. Donc on ne peut pas faire un calcul global sur un bâtiment en un seul bloc s'il est composé de différentes zones. Eh bien, il faut morceler, il faut découper le bâtiment en zones fonctionnelles. Par exemple, alors, le tableau vous montre ici que dans le moteur de calcul, il y a différentes zones fonctionnelles qui sont symbolisées par différents scénarios d'occupation et d'usage, définis heure par heure, sur toute l'année, sur 8760 heures annuelles. Et donc, ces scénarios sont figés, ils sont conventionnels eux aussi, et on fait un calcul qui se rapproche de la réalité, mais évidemment qui n'est pas la réalité et qui ne répond pas forcément aux données du programme du projet. On dira qu'une salle de classe est occupée de telle heure à telle heure, tel jour, les vacances sont prises telle semaine, tel mois. Dans la convention réglementaire, ça n'est pas forcément les mêmes hypothèses dans la réalité et dans le projet. Donc on est loin effectivement de calculer des futures consommations, et déjà, on va dire prévisionnelles et encore moins réelles. Voilà. Là, j'ai encore un petit problème d'affichage. Bon, ne plus afficher, voilà. Voilà, on a un petit peu insisté là-dessus, sur ce visuel, mais je vais, rassurez-vous, aller plus vite. Alors là, quand même, une chose importante, on parle aussi de bruit dans la réglementation thermique. Ça n'est pas une erreur. Hein. Ceux qui connaissent un peu la RT n'en seront pas surpris. Ceux qui la découvrent un peu pourraient l'être. En fait, dans la question du confort d'été, la question se pose de savoir si, lorsqu'on a trop chaud dans un local, dans un bâtiment, peut-on ouvrir les fenêtres pour évacuer cette surchauffe, pour créer des courants d'air. Eh bien, s'il n'y a pas trop de bruit dehors, et les usagers, les occupants, pourront ouvrir les fenêtres. Et le feront. Ils ne vont pas se gêner s'ils ont trop chaud. En revanche, s'il y a trop de bruit dehors, s'ils ne peuvent pas dormir la nuit, s'ils ne peuvent pas travailler dans la journée, parce que il y a, je sais pas quoi, il y a une ligne de chemin de fer, il y a une autoroute, il y a une rue bruyante, très commerçante, etc. Et les fenêtres resteront fermées. Donc on ne peut pas exiger en termes de confort d'été la même chose pour un bâtiment qui est dans une ambiance sonore bruyante et dans une ambiance sonore calme. C'est un petit peu l'objet de ce visuel qui est un petit peu compliqué.
Mais la réglementation définit 3 types de bruit en fonction de 3 critères: la classe de l'infrastructure vue de la fenêtre, sa distance et éventuellement un masque partiel ou néant ou un masque total qui permet d'atténuer le bruit entre la fenêtre et l'infrastructure. Et donc, en fonction de ça, eh bien, on est en BR1, BR2, BR3 selon ces 3 critères. Si on est en bruit numéro 1, vous voyez, les fenêtres sont ouvertes et on peut donc évacuer naturellement les surchauffes. Généralement, dans des projets de ce type, eh bien, on ne va pas installer de climatisation et donc il n'y aura pas de consommation de climatisation. Et donc, on considère que des bâtiments où il n'y a pas à avoir de consommation de climatisation, eh bien, on considère ces bâtiments dans la catégorie d'été numéro 1, CE1, inscrite en vert. Voilà. Et vous voyez que vous pouvez très bien, sur un bâtiment qui est, noyé dans du bruit, vous pouvez aussi aménager, par exemple, le bâtiment lui-même. D'abord, il peut être traité de façon à recevoir très peu d'énergie solaire, par exemple, durant l'été. Ou faire évacuer cette énergie solaire par différents moyens techniques et architecturaux, et aussi par exemple par des équipements type puits provençal, en tous les cas, ou des systèmes de rafraîchissement. Donc on peut, sans climatisation, peut-être aussi trouver des aménagements qui permettent de rafraîchir sans climatiser. Ces bâtiments-là, donc toujours sans climatisation, sont automatiquement catégorie CE1. Maintenant, on se pose la question, lorsqu'on climatise, eh bien là, on sera soit catégorie CE1, soit catégorie CE2. Catégorie CE1, ça signifie que l'administration, les pouvoirs publics considèrent que vous avez climatisé votre projet, vous auriez pu vous en passer. Autrement dit, les consommations maximales autorisées à ne pas dépasser ne comporteront aucun kilowattheure dédié à la production de froid. En revanche, si le bâtiment est de catégorie CE2, l'administration considère que la situation où est votre projet est telle que, ou le type de projet est tel que, eh bien, vous climatisez, c'est normal, et donc les consommations maximales comportera des kilowattheures supplémentaires, puisque effectivement les climatisations eh bien, consomment de l'énergie, bien entendu. Cette différenciation CE1, CE2, donc vous voyez, c'est quelque chose de très très important, j'insiste sur ce point. Donc CE1 automatiquement pour les bâtiments sans clim, CE2 bâtiments climatisés, la question se pose, est-on CE1 ou CE2? Et vous avez ici en bas à droite un tableau où on peut lire effectivement la réponse en fonction de la zone climatique, en fonction du type de zone ou du type de bâtiment, s'il n'y a qu'une seule activité dans le bâtiment, et en fonction de la zone de bruit parfois. Alors vous voyez par exemple, on le verra peut-être dans le visuel après, mais en tous les cas, le tableau du bas ne se lit que si votre projet est équipé de climatisation. S'il n'y a pas de clim, ce tableau n'a aucun sens. Et donc on aura simplement à calculer une température qui s'appelle la température intérieure conventionnelle, la TIC, et il faudra que la TIC ne dépasse pas la TIC de référence, j'y reviendrai. Voilà, je reviens sur la première exigence, le BBO. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va calculer heure par heure des besoins de chauffage, des besoins de froid si le bâtiment est climatisé, et des besoins d'éclairage. On va bidouiller tous ces besoins, ces calories, ces frigories et ces luxes, hein, et tout ça va être additionné, et le BBO du projet ne devra pas dépasser un certain maximum, le BBO max, qui est défini dans l'annexe 8 de l'arrêté de l'ART, selon une formule. Je ne vais pas rentrer dans le détail, j'en avais pas le temps, mais je vous donnerai les références si vous voulez, si vous ne connaissez pas en détail cet arrêté, vous aurez l'occasion de le lire. C'est d'une lecture passionnante. Voilà, juste un exemple sur une maison individuelle. Vous avez ici le BBO max qui est exprimé ici en points, puisque évidemment on ajoute des choux, des carottes et des navets, donc le résultat c'est une soupe. Ce ne sont pas des kilowattheures. Voilà, on appelle ça des points. Donc, ici, vous avez le nombre de points maximaux autorisés par zone climatique. Vous voyez que en zone HA, tout au nord de la France, là, dans la zone bleu marine, là, eh bien, vous avez 72. Vous pouvez, votre maison ne devra pas dépasser 72 points en BBO. Voilà. Si vous êtes en région PACA, eh bien, vous ne devrez pas dépasser 42 points. Il y a moins de points en région PACA qu'au nord de la France pour des raisons très simples. Les besoins de chauffage sont plus importants au nord qu'au sud. Les besoins d'éclairage aussi, hein, il y a moins de soleil, le ciel est moins lumineux, voilà. Et vous voyez qu'ici, il n'y a que deux composantes, le chaud et l'éclairage, il n'y a pas le froid. J'ai pris une maison
sans clim, donc les besoins de froid sont nuls. Et vous voyez qu'ici, ce sont surtout les besoins de chauffage qui sont importants. Voilà, on découvre une chose qu'on connaissait déjà. La RT ne fait que confirmer ce que tout thermicien sait, que dans une maison individuelle, l'éclairage représente une part relativement faible des consommations d'énergie et des besoins énergétiques. Si je prends un immeuble de bureau, et là vous avez le premier camembert tout en haut avec un immeuble de bureau au nord de la France sans clim. Donc là encore deux composantes. La composante jaune, l'éclairage, la composante rouge, le chauffage. Et là on voit que c'est totalement inversé. Ici le poste principal en termes de besoins dans des immeubles de bureau, c'est l'éclairage. Si je prends l'exemple d'un bureau climatisé, donc là j'ai mes trois composantes, le baie-bio chaud en rouge, le baie-bio froid en bleu et le baie-bio éclairage en jaune. Ici, j'ai pris un exemple en région PACA, donc en région méditerranéenne, et là on voit que les besoins de froid écrasent tout le reste. Il faut d'abord traiter le froid, ensuite l'éclairage, et le chaud compte pratiquement pas. Et vous voyez sur la carte ici des chiffres en rouge et en bleu. Eh bien les chiffres en rouge, c'est le baie-bio avec des besoins de froid nuls, c'est-à-dire le baie-bio catégorie CE1, et en bleu, le baie-bio max à ne pas dépasser avec un baie-bio froid. Et là, donc, ce sont pour les baie-bio max catégorie CE2. Vous voyez que si vous avez un immeuble de bureau qui est climatisé en région parisienne, soyons jacobins, hein, et bien, s'il est en catégorie CE2, tout va bien, il ne faut pas dépasser 140 points. Mais si vous êtes en catégorie CE1, et ça peut arriver. Par exemple, on implante un immeuble de bureau dans une zone BR1, c'est-à-dire dans une zone calme du point de vue du bruit. Le bâtiment, même climatisé, est en catégorie CE1, c'est-à-dire qu'il ne doit pas dépasser 77 points. Il y a 63 points d'écart. Et là, c'est irrattrapable. De fait, la RT 2012, par exemple pour les immeubles de bureau ici, interdit la clim lorsqu'on est en zone BR1, en zone H1. Oui, ça n'est pas écrit comme ça dans l'arrêté, mais de fait, le calcul montre qu'on ne peut pas rattraper. Oui, pour ne pas dépasser 77 points, grosso modo, vous avez à peu près une soixantaine de points juste pour le froid, il vous reste que 17 points pour le chaud et l'éclairage. Impossible. Même un bâtiment très performant ne pourrait pas atteindre ne pourrait pas ne pas dépasser ce baie-bio max. Les consommations, deuxième exigence, là nous sommes au cœur de la réglementation, limiter les émissions de gaz à effet de serre en limitant les consommations d'énergie primaire. Et bien là vous avez à calculer heure par heure donc les besoins de chaud, de froid, d'éclairage, les auxiliaires et l'eau chaude sanitaire, heure par heure, zone par zone. Heureusement les logiciels sont là pour faire ces calculs très complexes. Et le résultat final ne doit pas dépasser les consommations d'énergie primaire, là en haut à gauche, le CEP, ici ne doit pas dépasser le fameux Cmax, qui est défini dans l'arrêté, avec une magnifique formule écrite ici en rouge. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on retrouve le fameux 50 qui est cité dans les textes du Grenelle, mais ce 50 effectivement ne correspondait qu'au logement, et là, donc là on module le 50 en fonction du type de bâtiment, du type de zone. Imaginez que vous soyez dans un bâtiment hospitalier, un hôtel, du bureau, un gymnase, eh bien ça n'est pas 50, c'est 50 fois quelque chose. Et ce 50, 6 fois quelque chose, c'est une moyenne nationale qui est modulée ensuite en fonction de la zone géographique, en fonction de l'altitude, en fonction pour les logements de la surface habitable moyenne, je ne rentre pas dans le détail, et aussi en fonction des gaz à effet de serre. C'est-à-dire que toutes les énergies ne sont pas égales par rapport aux gaz à effet de serre. On considère que certaines énergies émettent plus de gaz à effet de serre que d'autres. Et ici, il y a deux énergies qui sont bonifiées dans le cadre réglementaire, c'est le bois et les réseaux de chaleur vertueux. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour ces deux énergies, eh bien, il y a possibilité d'avoir un surplus de consommation qui peut atteindre jusqu'à 30% par rapport aux énergies concurrentes. Alors, le CEP max pour l'habitat, vous voyez, c'est un petit peu le même exercice qu'avec le baie-bio tout à l'heure, mais là, il s'agit de kilowattheure d'énergie primaire par mètre carré par an. J'ai choisi ici du logement sans climatisation, catégorie CE1. Et vous voyez ici, on voit apparaître des
60, 55, etc. On retrouve un petit peu les mêmes tendances que pour le BBio, heureusement d'ailleurs. Sachez aussi, si vous ne le savez pas, c'est que pour les immeubles collectifs par rapport aux maisons individuelles, il y a une tolérance de 15% de plus jusqu'au 31 décembre 2017 pour tous les permis de construire déposés avant cette date. Jusqu'à cette date, eh bien, on pourra dépasser de 15% le fameux Cmax pour les logements pour des raisons d'offres industrielles. En maison individuelle, on sait par exemple récupérer de l'eau et de l'énergie sur les eaux usées, les eaux chaudes usées. On savait le faire au moment où les arrêtés de l'ART 2012 sont sortis, alors que pour les immeubles collectifs, aucun système collectif n'existait à l'époque. L'offre industrielle n'était pas au point. Elle commence à se structurer. Des produits existent, mais ça n'est pas encore banalisé, et donc l'administration a laissé un petit peu de mou, entre guillemets, aux immeubles collectifs pour cette principale raison. Vous voyez, pour les bureaux, on retrouve un petit peu les mêmes tendances que pour le BBio tout à l'heure, toujours avec les chiffres rouges, catégorie CE1, chiffres bleus, catégorie CE2, mais cette fois, ce sont des kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré par an. Et là, vous voyez, on obtient les mêmes tendances. Petite parenthèse, vous voyez que grosso modo, si je regarde par exemple les chiffres bleus, les catégories CE2, donc les bâtiments, les immeubles bureaux climatisés, eh bien on voit que on a pratiquement tout le temps 110, 110, 110. Vous voyez, quand on va de l'extrême nord et puis qu'on descend comme ça vers le centre de la France, toujours 110. En fait, plus on descend, plus on se rapproche du sud, moins il y a de chauffage, mais plus il y a de clim, et donc ça se compense. Et puis, il y a deux zones où ça bascule, hein. La zone H2D, région de Carpentras, là, et puis la région PACA. Là, on passe à 132 parce qu'effectivement, le froid l'emporte sur le chauffage. L'augmentation du froid est plus importante que la diminution du chaud, et donc on a le droit, entre guillemets, à consommer plus d'énergie primaire pour un immeuble de bureau climatisé dans l'extrême sud de la France que dans tout le reste du territoire. Voilà, pardonnez-moi d'avoir été aussi à la fois aussi bavard mais malheureusement aussi schématique, parce que c'est très dense. Alors, le mode d'application, voilà, le déroulé du projet et la réglementation thermique, il y a au permis de construire, il y a à faire le calcul de BBio. Le BBio est exigible au dépôt du permis de construire, c'est-à-dire qu'on commence à faire du calcul réglementaire, à s'occuper de la réglementation avant le PC. Ça signifie, ça peut pour certaines équipes de maîtrise d'œuvre être une petite révolution, car ça signifie que les architectes et les ingénieurs devront travailler ensemble très en amont du projet. Ensuite, une fois qu'on a déposé une attestation, parce qu'il faut déposer une attestation de prise en compte de la réglementation thermique, aussi déposer une étude d'approvisionnement énergétique, une étude de faisabilité d'approvisionnement énergétique, c'est aussi une autre réglementation énergétique qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2008 pour les bâtiments neufs. Eh bien, tout ça est à remettre au PC sous format XML. On peut poursuivre ensuite. On continue la conception, on affine la conception, on arrive à l'avant-projet détaillé, on va jusqu'au projet lui-même, jusqu'aux plans qui vont permettre effectivement de consulter les entreprises, jusqu'au DCE, donc le dossier de consultation des entreprises. Donc là, le calcul avance. Le BBio, lui, ne s'occupe que du bâti. Les consommations vont jusqu'à traiter les équipements, voilà. Et on a une étude RT provisoire. Je dis provisoire parce que souvent, au moment de la réalisation et jusqu'à la réception, eh bien, il y a des choses qui peuvent encore bouger. Les entreprises, souvent, je dirais presque malheureusement, proposent des variantes par rapport à ce qui a été défini par l'équipe de maîtrise d'œuvre. Et donc, s'il y a des variantes, eh bien, il faut démontrer que ces variantes permettent de ne pas dégrader, permettent de faire en sorte que le projet continue à être conforme aux exigences réglementaires. Donc, parfois, il y a des différences relativement importantes entre l'étude RT au moment du DCE et puis l'étude RT à la livraison. À la livraison, de toute façon, le maître d'ouvrage doit délivrer une attestation à qui le veut, et en particulier à son client et à l'administration, une attestation avec l'étude complète et aussi d'autres petits points que nous allons voir
rapidement, malheureusement. Alors, pour faire le calcul du BBO et des consommations d'énergie et de la température intérieure conventionnelle, la TIC, vous avez un certain nombre de documents de base que vous voyez ici. La méthode de calcul a fait l'objet d'un arrêté. La méthode de calcul, c'est à peu près 1400 pages, c'est quelque chose d'assez compliqué. Heureusement, les logiciels sont là. Il y en a 9 aujourd'hui qui sont évalués. Donc, il y a une offre logicielle, une offre informatique très, très élargie. Et aujourd'hui, les logiciels sont à peu près tous débuggés. La méthode est à peu près débuggée au bout de 3 ans d'application. Le zéro défaut n'existe pas, surtout dans ce domaine. Voilà. Et si vous avez des moutons à 5 pattes, c'est-à-dire des opérations très particulières, des systèmes constructifs un peu bizarroïdes, très innovants, une architecture un petit peu tourmentée, si vous avez des nouveaux systèmes, là aussi une nouvelle chaudière, une nouvelle pompe à chaleur, un nouveau système de ventilation qui n'a pas été pris en compte dans le moteur de calcul, parce que le moteur de calcul ne peut pas tout prévoir, il essaie déjà de traiter un maximum de choses au présent, mais il ne peut pas prévoir le futur, eh bien, ou bien un réseau de chaleur qui produit du chaud, du froid, eh bien là, il y a, on peut demander une dérogation à la méthode de calcul, puisque la méthode de calcul n'intègre pas ces nouveautés. Voilà, donc elle évolue, elle aussi, et donc il y a dans le titre 5 de l'arrêté le traitement de ces cas particuliers, et il existe une commission qui se réunit à la demande pour ne pas bloquer les opérations et le calendrier du projet. Ça s'appelle tout simplement la commission titre 5. Et donc là, vous pouvez très bien formaliser votre demande selon un schéma bien précis. Il y a sur le site RT bâtiment officiel tous les documents qui permettent de faire ces demandes. Là, je vous parlais des exigences globales, c'est-à-dire des exigences via le calcul. Mais il y a aussi des exigences qui ne sont pas calculables. Première grande dérogation de la RT 2012 par rapport à toutes les précédentes, c'est qu'on va demander en logement pour l'instant, en résidentiel, on va demander quelque chose a posteriori, c'est la première fois. C'est-à-dire qu'on va attendre que le bâtiment soit construit et on va faire une mesure de la perméabilité à l'air du bâti. Ceci pour être sûr que la mise en œuvre, ça n'est pas du n'importe quoi. C'est très bien de prescrire des superbes fenêtres, des super isolants, des super parois, etc. Et, parfait, mais si c'est mal mis en œuvre, eh bien le bâtiment reste un bâtiment passoire. Et donc il n'y a aucun calcul qui ne peut justifier ça. La seule chose qui puisse le justifier, c'est de construire et de constater in situ que le bâtiment a été bien mis en œuvre ou pas. Donc cette mesure, c'est vraiment nouveau, c'est un élément donc qualitatif, non calculable, et en résidentiel, cette mesure de perméabilité est, je dirais, la grande nouveauté de la RT 2012 par rapport à toutes les réglementations précédentes. Autre chose encore, alors là, j'ai cité les principales nouvelles exigences, il y en a plein. Les surfaces de baies. En logement, là encore, et seulement en habitat, donc maison individuelle, immeuble collectif, eh bien, l'administration aujourd'hui impose que chaque bâtiment ait au moins 1/6 de surface vitrée, 1/6 de la surface habitable en surface vitrée. En surface des baies, pardon. Surface des baies, y compris les menuiseries. Ceci pour arrêter, je dirais, l'hémorragie des caves, c'est-à-dire de logements très très mal éclairés avec des meurtrières. Il est vrai que au fil des réglementations, certains maîtres d'ouvrage un peu indélicats, qui savaient que 1 mètre carré de surface vitrée coûte 2 à 3 fois plus cher qu'un mètre carré de surface opaque, eh bien, réduisez les surfaces vitrées pour réduire les coûts ou augmenter les marges, comme vous voulez. Eh bien là, la réglementation s'est dit, attendez, là, on peut pas continuer comme ça. On peut se tromper sur la chaudière, on peut se tromper sur la moquette, on peut pas se tromper sur la surface des fenêtres. Et donc là, aujourd'hui, la RT 2012 impose 1/6 de la surface habitable. Alors, ça, c'était à la sortie de la RT. On a constaté qu'après un an et demi d'application, eh bien, dans certains projets, ça n'était pas possible. Et donc, il y a un arrêté qui est sorti en décembre 2014, donc il y a à peine plus d'un an, et qui module un petit peu cette règle. Si, par exemple, la surface de façade disponible est inférieure à la moitié de la surface habitable, ça arrive en particulier en centre-ville, hein, c'est assez fréquent. Ça, c'est plutôt pour des immeubles collectifs. Ou bien, si on a une surface habitable qui est très petite, eh bien, là, on ne peut pas, appliquer l'inéquation du dessus. Et donc là, il y a une petite dérogation qui a été proposée par l'administration pour tous les permis de construire postérieurs au 1er janvier 2015. En maison individuelle, il y a obligation de recours aux énergies renouvelables. J'y reviendrai. Dans tous les cas,
c'est bien là que si on doit appliquer les énergies renouvelables, c'est à minimal à cet endroit-là, parce que c'est là où c'est le plus facile ou le moins compliqué. Le traitement des ponts thermiques, ça aussi c'est une révolution. Les ponts thermiques étaient laissés en friche pendant toutes les réglementations entre 1974 et 2005. Aujourd'hui, certains ponts thermiques doivent être obligatoirement traités. Et ça, c'est complètement nouveau et ça peut changer pas mal de choses. On va le voir rapidement. Et puis d'autres, je n'ai pas le temps de développer plus avant, mais d'autres exigences ont été reprises de la RT 2005, en particulier des exigences qualitatives qu'il faut évidemment vérifier avant de conclure l'étude thermique définitive. Alors des exemples d'applications, là je vais vraiment survoler, mais je vous rappelle encore que vous aurez des visuels, donc n'ayez crainte. Alors je prends l'exemple d'une maison individuelle, très très classique. Je vais très vite. Vous regarderez, vous verrez que là, les prestations d'isolation sont aujourd'hui même dépassées. C'est un exemple relativement ancien, il a 4-5 ans. Déjà, on sait faire beaucoup mieux. Mais vous voyez que en promenant cette maison dans la zone H1, ou la zone H2 ou la zone H3, c'est-à-dire du nord au sud de la France, on est très largement sous le BBO max, sans aucun effort particulier. On a pu constater effectivement que le BBO n'est pas très exigeant finalement. Peut-être que le BBO n'a pas été suffisamment bien calé. C'est possible. C'est une question qui se pose aujourd'hui du côté de l'administration. Voilà, il n'y a pas une pression de BBO très forte, au moins sur les logements. On le voit ici. Donc bon, c'est pas très exigeant. Alors ensuite, si on équipe la maison par exemple avec, on choisit une chaudière gaz condensation pour le chauffage et la production de chaude sanitaire, mais comme c'est une maison individuelle, il faut avoir recours aux énergies renouvelables. Là, ici, on a choisi de placer des capteurs solaires pour l'eau chaude, et donc la chaudière ne vient ici qu'en appoint. Et là, vous voyez que on se retrouve ici, quelle que soit la zone climatique, largement sous le Cmax. On n'a pas essayé d'être juste sous le Cmax, on a simplement un projet ici, on constate administrativement, on vérifie administrativement que, on est largement sous le CEP max. On constate aussi, par exemple, qu'en zone H3, oui, la partie verte ici dans le barographe ici, complètement à droite du visuel, je vous le montre, c'est l'eau chaude sanitaire. Eh bien, l'eau chaude sanitaire en zone H3 représente une consommation d'énergie presque aussi importante que le chauffage. Mais attention, c'est en plus de l'eau chaude sanitaire ici avec de l'eau chaude solaire, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu les capteurs solaires, on aurait probablement eu une hauteur double, puisque là ici le solaire représente à peu près la moitié des besoins. Ça veut dire que ici, en zone H3, et même déjà en zone H2, si on n'avait pas eu de solaire, eh bien, l'eau chaude sanitaire en maison individuelle a à peu près du même ordre de grandeur que le chauffage. Avec une pompe à chaleur, on a à peu près la même chose, mais vous voyez ici, on se rapproche quand même du CEP max. Vous voyez, en zone H1 en particulier, là, au nord de la France, oui, on est à 67,9, et donc on est tout près du 69,3. Bon, donc on est quand même en dessous. Et ici, c'est une configuration où le chauffage est assuré par une pompe à chaleur et l'eau chaude sanitaire est assurée par un chauffe-eau thermodynamique, c'est-à-dire une pompe à chaleur qui récupère la chaleur sur l'air extrait de la ventilation mécanique et qui la refourgue entre guillemets à l'eau froide sanitaire qui va devenir de l'eau chaude sanitaire. Et vous voyez que ici on est vraiment limite. Et juste en aparté, le chauffage électrique, si j'avais choisi des convecteurs électriques dans cette maison, eh bien j'aurais complètement dépassé la barre des 69,3 et même en zone H2 des 54,3. Peut-être que j'aurais pu faire du chauffage électrique direct dans la zone H3 parce que j'ai un petit peu de mou et que les besoins de chauffage sont beaucoup plus faibles. Mais il est clair que le chauffage électrique direct dans les maisons individuelles au nord de la France et au centre de la France, eh bien, on a pris un sacré coup sur le marché à cause ou grâce à la RT 2012. Immeuble collectif. Ici, vous avez un immeuble qui a été construit à Paris. C'est le bureau d'études Tribu Énergie qui était chargé de l'étude thermique et d'études même de conception de ce projet. Et ici, contrairement aux apparences, c'est un immeuble avec de l'isolation thermique par l'extérieur. Vous voyez qu'on n'est pas obligé, quand on fait de l'isolation thermique par l'extérieur, d'avoir un parallélépipède lisse. Vous voyez, on peut faire des choses relativement tourmentées. Très rapidement là encore, les niveaux d'isolation, vous pourrez les regarder en détail. Entre parenthèses, vous voyez qu'il n'y a pas de triple vitrage, il n'y a pas de VMC double flux.
Nous sommes sur des prestations, on dirait, très banales. Mais encore une fois, la RT 2012 n'est pas là pour faire de la super performance. Elle est juste là pour rattraper les mauvais élèves. Juste en aparté encore, l'ART c'est le niveau de consommation d'énergie maximale autorisé, c'est-à-dire c'est la performance la plus médiocre possible. On ne peut pas prendre comme objectif l'ART 2012. Au contraire, ça doit être un repoussoir. Il faut être le plus loin possible de l'ART 2012. Il faut être loin devant. Bien plus performant. Vous voyez là encore que le BBO est très largement sous le BBO Max pour cet immeuble collectif, avec ici des prestations double vitrage. Alors effectivement, certes, isolation par l'extérieur, qui traite un certain nombre de ponts thermiques exigés par l'ART 2012, mais les niveaux d'isolation pourraient être bien supérieurs aujourd'hui. Sur cet exemple. Ici, l'immeuble est chauffé et l'eau chaude sanitaire est produite par une chaudière condensation collective. Et ici, vous voyez que j'ai précisé que l'eau chaude sanitaire ici est aussi produite de façon concomitante ici avec du solaire. C'est-à-dire que là, dans cette opération à Paris Intramuros, on a réussi à mettre du solaire. Et heureusement, quand vous voyez ici la part de l'eau chaude sanitaire par rapport au chauffage, donc la part verte par rapport à la part rouge, vous voyez que même avec de l'eau chaude solaire à Paris, eh bien, l'eau chaude sanitaire est du même ordre de grandeur que le chauffage. S'il n'y avait pas eu l'eau chaude sanitaire ici, qui n'était pas obligatoire en immeuble, hein, eh bien, j'aurais dépassé ici le Cmax. Vous voyez, ici, on a les deux traits. Ici, on a le Cmax au 1er janvier 2013, c'est le trait pointillé, et le trait plein, c'est le Cmax au 1er janvier 2018. Hein. C'est les fameux 15% dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Et vous voyez que ici, l'eau chaude solaire, sur ce projet-là, il était obligatoire. Là, on voit bien que ici, il y a quand même deux sauts qualitatifs et en termes d'investissement non négligeables par rapport à un bâtiment RT 2005. C'est l'isolation par l'extérieur, l'eau chaude sanitaire solaire. Sur cet exemple-là, bien sûr, hein, ce n'est pas du tout quelque chose à extrapoler. Troisième exemple, il est presque la fin. Hein. Voilà. Presque là. Alors, le troisième exemple, c'est un immeuble de bureau. Là, très vite encore. Là, isolation par l'extérieur pour la question du traitement des ponts thermiques. Ici, j'ai pris un bâtiment qui a été aussi construit, hein, d'ailleurs. C'est un bâtiment avec une structure traditionnelle, un béton branché, etc. Là encore, on voit qu'on est largement sous le BBiomax. Et là, vous voyez ici les trois composantes, puisque le bâtiment est climatisé, les trois composantes, froid en bleu, rouge chauffage et jaune éclairage. On retrouve les mêmes tendances qu'avec les petits camemberts de tout à l'heure. Voilà, si j'équipe cet immeuble de bureau avec des ventiloconvecteurs changeover, de tubes changeover, donc qui produisent soit du chaud, soit du froid, selon le moment, selon la période, eh bien, on va avoir donc une chaudière à condensation qui va faire circuler de l'eau chaude, ou bien un groupe froid qui va produire de l'eau froide. La ventilation, c'est du double flux avec un échangeur. Là, c'est assez classique en immeuble de bureau. Les puissances d'éclairage sont tout à fait classiques. Et là, on voit qu'on est très largement sous le CEP max, sans aucun effort particulier. Vous voyez que c'est un immeuble de bureau, on va dire, un peu standard, avec des bonnes prestations sans plus. Et là, on est très largement réglementaire. Hein, vous constaterez d'ailleurs, là encore, qu'en termes de consommation, si je promenais ce bureau dans la région de Nice ou de Perpignan, eh bien, c'est la production de froid qui serait le poste numéro 1, suivi des auxiliaires et suivi de l'éclairage. Oui, le chauffage ne compte pratiquement pas. Voilà, avec du chauffage électrique, c'est-à-dire avec des ventiloconvecteurs 2 tubes de fil, là on est en chauffage électrique direct, là on passe encore, mais vous voyez qu'en zone H1, on est limite, mais là on passe. Voilà. Alors, j'ai toute une série de visuels après, là je vais vraiment survoler, puisque là je ne parle plus de la réglementation, et quand même le sujet principal c'était la RT 2012. Les moyens pour répondre aux exigences et les dépasser. Là, si vous ouvrez les catalogues des industriels, vous allez trouver chez les fabricants d'isolants, les fabricants de vitrage, les fabricants de chaudières, de pompes à chaleur, de ventilation, tous les ingrédients qui permettent de répondre très très largement à la RT 2012 et même d'aller bien au-delà. Et on va parler de l'au-delà tout de suite. Alors, d'abord, les moyens conceptuels. Alors,
la simulation thermique dynamique est aujourd'hui quelque chose de banalisé dans les bureaux d'études, heureusement, ce qui permet effectivement d'affiner maintenant les conceptions, de faire des bâtiments qui sont à la fois très économes l'hiver, tout en étant, on va dire, confortables, suffisamment confortables l'été, sans climatisation pour certains bâtiments. Et puis, je ne parlerai pas du BIM parce que ça, c'est un sujet, je dirais, très, comment dire, très médiatisé aujourd'hui. Mais c'est une tendance très forte. La numérisation, la maquette numérique, c'est quelque chose qui n'est pas simplement tendance mode, c'est quelque chose d'inéluctable. Et évidemment, il faut s'y préparer. Certains sont déjà prêts, mais il faudra que tout le monde s'y mette. Voilà. Alors, lorsqu'on parle de diminuer les consommations de chauffage, il y a évidemment diminuer les déperditions par les parois, c'est-à-dire isoler, c'est-à-dire utiliser des isolants certifiés, performants. Là, on a tout ce qu'il faut sous la main, et en finir avec les ponts thermiques, certains ponts thermiques, et en particulier, là, vous voyez sur ce visuel le fameux pont thermique nez de dalle avec façade, le fameux Psy 9, sur lequel il y a un garde-fou. C'est-à-dire qu'en moyenne, ce Psy 9 ne doit pas dépasser une valeur de 0,6 watts par mètre linéaire et par Kelvin sur le projet. Et donc, si à certains endroits ce Psy 9 atteint 1, là c'est je dirais le pont thermique classique RT 2005 par exemple et les réglementations précédentes, eh bien il faudra qu'à d'autres endroits dans le même Psy 9, on soit à 0,2 si on met à peu près la moitié du périmètre à 1 et l'autre moitié du périmètre à 0,2, on arrivera effectivement à la moyenne 0,6. On peut aussi mettre des rupteurs, on peut isoler par l'extérieur. Enfin, il y a plein de techniques. Vous voyez ici, j'ai cité en maison individuelle, en collectif et en tertiaire, les principales techniques: ITI, isolation thermique par l'intérieur; ITE par l'extérieur; IR, isolation répartie, où là donc il y a possibilité évidemment de traiter ces ponts thermiques. Pour les vitrages, là il y a, je dirais, des gammes aujourd'hui de vitrages et de menuiseries qui sont extrêmement performantes et maintenant à des coûts tout à fait abordables et qui permettent effectivement de très largement répondre à l'RT 2012 et à des exigences beaucoup plus fortes. Le renouvellement d'air, qui est un thème absolument central, la mauvaise qualité de l'air extérieur et intérieur coûte des dizaines de milliards d'euros par an à la France en termes de santé. C'est un sujet absolument central. La ventilation, la qualité de l'air dans les bâtiments est essentielle, et il faut donc un système de ventilation qui soit à la fois efficient, c'est-à-dire qui permette de faire des économies d'énergie, mais tout en préservant une qualité d'air intérieure suffisante. J'ai ici résumé dans ce visuel les avantages et inconvénients des trois frères ennemis de la ventilation. La ventilation naturelle, la ventilation mécanique simple flux et la double flux. Bon, donc je ne vais pas vous lire le visuel, vous êtes évidemment assez grand pour ça. Et voilà, j'ai ma position par rapport à ça, mais chacun peut avoir, je dirais, sa préférence sur ces trois familles de systèmes de ventilation. Sur le chauffage, un seul. Toutes les énergies ne sont pas à égalité, mais toutes les énergies ont leur place dans les exigences de la RT 2012, que ce soit des énergies non renouvelables, comme évidemment des énergies renouvelables, encore plus que les premières, qu'on soit en gaz, en électricité, en bois. Alors il y a que le charbon qui est un peu has-been quand même, et le fuel qui a pourtant aussi d'excellents équipements, mais bon, ça fait un petit peu has-been aujourd'hui d'équiper des bâtiments neufs en fuel. Le fuel aujourd'hui est réservé plutôt à la rénovation de bâtiments qui sont déjà équipés d'équipements en fuel. Voilà. Dans tous les cas, vous avez ici une gamme extraordinaire, et le meilleur choix de l'énergie et du système, évidemment, est un choix multicritère. Il dépend de beaucoup de choses. Il dépend du budget du client, il dépend de l'endroit, il dépend du type de bâtiment, du type de zone. Bref, la réponse est toujours au cas par cas, et il n'est pas question ici de dresser une hiérarchie. Pour les équipements d'eau chaude sanitaire, je vous mets ici très rapidement un schéma ultra schématisé entre le générateur jusqu'au puisage. La RT 2012 traite élément par élément tous ces constituants. Et là, ici, il faut effectivement bien réfléchir à tous ces constituants, et en particulier ici à la récupération sur les eaux usées, récupération d'énergie, et aussi éventuellement récupération d'eau pour faire non pas de l'eau potable, mais pour faire de l'eau grise, pour arroser les jardins, pour nettoyer les sols, voire un jour peut-être, nous ferons comme nos voisins, nous utiliserons peut-être de l'eau non potable dans nos toilettes.
Voilà, ça sera une révolution. Voilà, mais je pense qu'on sera obligé d'y venir. L'éclairage, voilà quelque chose qui se voit, sans jeu de mots. Là, pour réduire les kilowattheures électriques d'éclairage, qui pèsent lourd, hein, je vous rappelle que chaque kilowattheure d'éclairage pèse 2,58 kWh d'énergie primaire, et là c'est fatal. On ne sait pas éclairer autrement qu'avec de l'électricité pour l'instant. Hein. Voilà, donc il faut pour avoir le moins de kilowattheures possible, c'est très simple, il suffit d'avoir le moins de kilowatts et le moins d'heures, hein, parce qu'un kilowattheure c'est la multiplication des deux. Moins de kilowatts, il faut choisir ses sources lumineuses. Vous voyez qu'entre la lampe ici à incandescence, qui aujourd'hui maintenant est quasi interdite, jusqu'à la LED ou le tube fluo, eh bien il y a un rapport de 1 à 7, 1 à 8 entre la quantité de lumière fournie pour la même consommation, la même puissance électrique absorbée. Donc évidemment, il faut aller plutôt vers les LED, les tubes fluo, etc. Les accessoires, c'est-à-dire les luminaires, ont autant d'importance que la source lumineuse elle-même. C'est pas la peine de prendre une super lampe et de mettre un luminaire qui va bouffer toute la lumière. Voilà. Donc, il faut donc, pour réduire les puissances installées, choisir des bonnes sources et des bons luminaires. Et puis, pour réduire les durées de fonctionnement de ces lampes, eh bien, il faut exploiter au maximum, il faut bonifier, il faut magnifier l'éclairage naturel. Parce que, 1, c'est gratuit, 2, nos yeux sont faits pour ça. Darwin est têtu, c'est-à-dire que notre corps, notre façon de fonctionner est adapté à la nature, et la lumière naturelle, eh bien, est la plus adaptée à nos yeux, ou tout du moins, c'est nos yeux qui sont les plus adaptés à cette lumière. Donc, l'éclairage naturel, c'est le meilleur pour nous, et en plus, c'est très très bien du point de vue de l'effet serre, et c'est encore mieux du point de vue du portefeuille. Donc, on a tout intérêt effectivement à avoir des projets à éclairage naturel suffisant, pas trop, hein, attention là. Trop de lumière naturelle tue l'éclairage naturel. C'est comme les impôts, hein, voilà. Parce que s'il y a trop de lumière naturelle, on est ébloui, on met le store et on allume la lumière électrique. Là, c'est foutu. Donc ça, c'est d'abord un problème d'architecture et aussi un problème d'ingénieur. C'est aussi un problème d'ingénieur car ce n'est pas parce qu'un bâtiment peut bénéficier de beaucoup d'éclairage naturel qu'on fait des économies de durée de fonctionnement. Faut-il encore que l'éclairage artificiel soit à la fois asservi à la présence des locaux, c'est-à-dire ce n'est pas la peine d'éclairer un local vide, et soit aussi asservi à la présence de l'éclairage naturel. Et donc il faut des systèmes de gestion. Et là, il faut faire attention. L'ART 2012 bonifie les bons systèmes de gestion, fait une hiérarchie entre un simple interrupteur et un système de gestion automatisé plus ou moins sophistiqué. Là, il ne faut pas mollir sur ce thème-là. J'insiste beaucoup là-dessus parce que on va gagner sur l'éclairage, et si le bâtiment est climatisé, on va aussi gagner sur la clim. Et si le bâtiment n'est pas climatisé, on va réduire les surchauffes. Donc il y a tout intérêt. Là, on est comme on dit dans les salons, on est gagnant-gagnant. Hein, voilà. La climatisation, eh bien, dernier poste, faut-il s'en passer? Eh bien, si on peut s'en passer, c'est bien. Maintenant, des fois, on peut pas. Oui, une résidence de personnes âgées à Toulon, désolé, il faudra climatiser. On se pose même pas la question. Un immeuble de bureau à Paris, dans une zone calme, vous voyez que la réglementation vous dit, bah, vous devriez vous passer de climatisation. Vous ne voulez pas, ça va être difficile d'être réglementaire pour vous. Voilà. Et puis en logement, bah, écoutez, pour l'instant, nous sommes dans un climat encore tempéré. C'est vrai que le climat va changer en France dans les décennies à venir. Il a déjà commencé. Mais on peut aussi prévoir, par exemple, lorsqu'on construit un bâtiment aujourd'hui, de savoir comment il va se comporter dans 20 ou 30 ans. Il suffit de bidouiller, entre guillemets, ou bidouiller de façon, je dirais, non péjorative, le fichier météo, parce qu'on a aujourd'hui des projections d'évolution du climat à 30 ou 40 ans. Les ingénieurs de Météo France travaillent là-dessus, et on peut donc prendre son projet, savoir comment il se comporte en 2015 et comment il va se comporter en 2050. Et on peut faire un pari sur l'avenir en disant, bah voilà, je fais un bâtiment, par exemple, sans clim aujourd'hui, et dans 35 ans, il sera toujours sans clim et il sera toujours confortable. Voilà. Mais on peut aussi se dire, bah, je vais le climatiser, et puis on sait aujourd'hui prescrire des climatisations vertueuses et performantes. Il y a je dirais, il y a plein de gens qui diabolisent la climatisation. Si on peut s'en passer, il ne faut pas s'en gêner. Il ne faut pas se gêner, mais il ne faut pas non plus la diaboliser. Voilà. Donc je vous ai mis ici toute une série de moyens techniques ou de moyens architecturaux qui permettent effectivement de réduire les besoins de froid jusqu'à se passer effectivement de production de froid dans le bâtiment. Enfin, les usagers, eh bien, les usagers, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Tous les bâtiments que vous construisez, que vous allez faire construire, eh bien, vont être occupés. Hein. Et il faut que l'usager joue le jeu. Et là, on peut hésiter entre un comportement militant et un comportement totalement imbécile, déresponsabilisé. Vous et moi, nous sommes entre les deux. Nous sommes entre le militant écolo super actif qui sauve la planète à tout instant chez lui, en maniant des leviers
claviers, des boutons, des machins, il gère. Et puis l'imbécile parfait qui chauffe tout à 24 degrés en ouvrant les fenêtres. La vérité, souvent, statistiquement, est entre les deux. Et c'est compliqué. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut demander à un usager? Qu'est-ce qu'on ne peut pas lui demander? Voilà, donc il faut le responsabiliser, mais il faut pas trop le responsabiliser parce que ça peut lui prendre la tête. Hein, voilà. Et donc entre le bâtiment écolo et le bâtiment robot, il faut trouver la bonne position du curseur. Je vous ai mis ici toute une série de questions qu'il faut absolument se poser à chaque fois qu'on travaille sur un projet. Et je vois 4 leviers ici pour concevoir performant pour l'usager. D'abord évidemment l'information, ça, je crois qu'on le fait relativement bien. L'accompagnement, on le fait beaucoup moins. Certains maîtres d'ouvrage publics, bailleurs sociaux le font, hein, par exemple, hein, pour leurs locataires. Ils ont une stratégie d'accompagnement, pas simplement d'information. Les 10 commandements, c'est bien, mais ça ne suffit parfois pas, souvent pas d'ailleurs. L'induction de comportements vertueux, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a certaines conceptions, certains produits mis en œuvre qui permettent de faire en sorte que l'usager, sans le vouloir, hein, je dirais, à l'insu de son plein gré, eh bien, va avoir un comportement vertueux sans qu'on lui dise, sans lui donner mauvaise conscience, sans lui faire la leçon. On lui donne une chance d'avoir un comportement vertueux. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des choses qui peuvent se faire. Les automatismes, là, on ne demande rien à l'usager, il y a des choses qui se font tout seuls, qui bougent tout seul. Là, ça marche que si effectivement ces automatismes sont parfaitement invisibles, parfaitement inodores, incolores et surtout inaudibles. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui bougent, je dirais toutes seules et que l'usager n'a pas agi directement dessus, il faut que ça soit pratiquement à son insu. Il faut que ça soit d'une discrétion absolue. Et enfin, l'ergonomie, si on donne la main à l'usager, faut-il encore qu'il puisse la prendre. C'est-à-dire qu'on ne lui mette pas dans les mains des choses incompréhensibles. Hein, Aujourd'hui, un simple programmateur hebdomadaire journalier, eh bien, c'est une vraie galère. On retrouve le syndrome du magnétoscope des années 1980. C'est extrêmement compliqué. Il faut aller vers des choses beaucoup plus simples. Enfin, le futur proche. Et là, j'aurais débordé d'un quart d'heure. Hein. Ça va? Alors, le futur proche, très vite, de la RT 2012 à la future, à la RBR, on appelle ça la réglementation des bâtiments responsables pour l'instant. Alors, il y a aujourd'hui deux échéances dans le calendrier qui est annoncé par les pouvoirs publics. On parlait de 2020 dans le Grenelle. Pour certains bâtiments, peut-être logement, bureau, enseignement, ça pourrait sortir en 2018, c'est-à-dire dans 2 ans. Et c'est quoi dans 2 ans? Dans 2 ans, on parle déjà de bâtiments énergie positive. La loi de transition énergétique a posé un cadre, par exemple, sur les territoires énergie positive, parce que il faut dépasser l'échelle de la parcelle. Donc, vous voyez que là, on rentre dans quelque chose, dans des échelles totalement inédite. Hein. Voilà. Alors le label Effinergie Plus, c'est déjà un label non officiel. Hein. C'est l'association Effinergie qui a lancé ce label il y a 2 ans. C'est à peu près la RT 2012 moins 20%. Donc vous voyez que c'est une sorte d'intermédiaire par rapport aux futures exigences. Le label BPOS Effinergie est sorti en 2013. Il y a quelques opérations qui sont sorties. Il y a aussi dans le Effinergie réfléchit aujourd'hui à un label BPOS par étape. Hein, parce que effectivement, le BPOS à atteindre, tel qu'il est défini dans l'association Effinergie, est quand même quelque chose de très difficile. Hein, donc techniquement pas, mais financièrement un petit peu. Voilà. Les labels environnementaux et certifications existent déjà. Hein, j'ai mis ici toute une série de sigles que certains d'entre vous connaissent, bien sûr. Et donc, on va au-delà même simplement de l'énergie. Il y a plein d'autres critères qu'il faut prendre en compte si on veut effectivement faire des bâtiments développement durable. Voilà. Donc, la RBR va probablement élargir la question énergétique vers de nouveaux thèmes, la prise en compte des autres usages. J'en parlais tout à l'heure. L'électroménager, la bureautique, parfois ça dépasse largement les 5 postes réglementaires. Donc on se dit il faudra peut-être travailler là-dessus. L'analyse de cycle de vie des matériaux qui ont été utilisés pour la construction du bâtiment. Le BPOS généralisé, voilà les nouvelles. Alors BPOS généralisé, là c'est l'énergie. Et voilà des nouveaux thèmes donc qui apparaissent. Vous avez le petit schéma en bas qui vous montre, par exemple, ici 3 barographes. Le barographe qui est à gauche correspond à un bâtiment existant. Celui qui est au centre, c'est un bâtiment RT 2012. Et puis le bâtiment qui est complètement là, ce serait plutôt le bâtiment 2020. Eh bien, vous voyez que la part des énergies grises augmente, alors que la part des énergies pendant la période d'exploitation baisse. On voit bien que la part des énergies grises, c'est-à-dire la part d'énergie nécessaire à la construction et à la déconstruction et au recyclage du bâtiment en fin de vie, c'est-à-dire 50, 60 ans, 80 ans plus tard, eh bien, représente une part d'énergie
énergie maintenant supérieure devient supérieure à la part d'énergie d'exploitation. Donc vous voyez, si on fait des bâtiments qui consomment pratiquement rien, mais qui demandent énormément d'énergie pour être construits, vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis il faudra probablement prendre en compte aussi les transports, parce que le lieu où est situé le bâtiment va avoir autant d'importance que le bâtiment lui-même. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, vous avez un certain nombre de documents que j'ai cités ici. Et évidemment, je vous fais de l'autopub. Hein, je ne vais pas être masochiste. Voilà. Donc, si vous voulez, je suis prêt maintenant à répondre à vos questions s'il y en a. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation menée tambour battant. Je vais quand même vous laisser le temps de respirer un petit peu et de boire un petit verre d'eau. Alors effectivement, donc nous avons un tout petit peu débordé sur le timing initial, ce qui fait qu'on va réduire le nombre de questions. On va prendre trois questions, hein, je suis désolée, mais du coup, je vous les pose et puis vous répondez. Alors, la première question, quid d'une extension neuve sur un bâtiment existant? Extension neuve sur un bâtiment existant, ça, allez voir les fiches d'application, tout ça est expliqué en détail. Vous pouvez aussi aller voir mon bouquin, c'est expliqué en détail. Il y a des règles bien précises sur ce qu'il faut appliquer selon l'extension, sa taille, etc. Je ne vais pas rentrer en détail, je n'ai pas le temps, mais tout ça est bien cadré. Alors, seconde question, la principale demande des utilisateurs est d'avoir des résultats. Ah oui. Et d'avoir des résultats de consommation qui correspondent à la réalité. Alors, c'est pas tout à fait une question, mais... Voilà. Oui, bien sûr, c'est une demande tout à fait légitime, mais si nous savions prévoir d'avance la consommation réelle, eh bien, au lieu de créer un logiciel comme ça, on essaie de créer un logiciel qui permet de savoir quel serait le bon numéro du loto de la semaine suivante. Le futur, on ne peut jamais décrire le futur. Le comportement de l'usager dans les logements neufs, en particulier, ou dans les bâtiments neufs, imprègne beaucoup plus encore les consommations réelles par rapport aux bâtiments précédents. C'est-à-dire que là, ça va dépendre d'abord du comportement. Ça dépend évidemment du bâtiment, bien sûr, mais aussi du comportement des usagers. Donc un calcul, quel qu'il soit, aussi précis soit-il, ne pourra jamais décrire la réalité. Si on arrive à 5% de la consommation réelle, eh bien c'est presque un coup de chance. Vous voyez. Et le calcul réglementaire, je me répète, c'est un calcul ultra conventionnel. Vous avez pu constater que on utilise des données climatiques qui ne sont pas celles du lieu, justement un usage et un comportement qui est statistique et qui est figé. Il est réaliste, mais il ne correspond, je dirais, quasiment jamais à un comportement réel. Et donc on ne peut pas garantir d'avance quelle sera la consommation. Déjà on ne sait pas le faire avec l'automobile, alors qu'en automobile, lorsqu'on dit qu'une automobile va consommer 4 litres au 100, ça n'est pas un calcul. C'est un essai sur piste, mais c'est un essai sur piste. C'est-à-dire que déjà, vous voyez que entre le 4 litres sur piste et puis le 4 litres en ville ou à la campagne ou un mixte des deux, eh bien, ça n'est jamais 4 litres. Et là, ça n'est pas un calcul, c'est un essai avec un objet. Et malheureusement, un bâtiment n'est pas une voiture. C'est-à-dire qu'on ne construit pas une voiture à 100 000 exemplaires. Chaque bâtiment a sa propre particularité. Tout ce qu'on peut faire dessus, ce sont des calculs plus ou moins précis. Et on va se tromper plus ou moins sur la réalité. Parce qu'effectivement, déjà, on va se tromper peut-être déjà sur le calcul lui-même, mais aussi on va se tromper sur le comportement des gens. Donc, on ne peut pas garantir. Alors, on parle effectivement de garantie de résultat. Ça, c'est quelque chose qui traîne un petit peu, je dirais, dans les couloirs ministériels. Comment garantir les résultats? On peut le faire. Moi, par exemple, si je livre une maison individuelle, je peux dire à mon client, écoutez, ce que je peux vous garantir, c'est que vous n'allez pas dépasser les 1000 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. Comme ça, moi, je peux le garantir. Il peut chauffer à 25 degrés les fenêtres ouvertes, il n'y arrivera pas. Mais vous voyez, enfin évidemment, là, je plaisante, mais on pourrait effectivement, on peut faire la différence entre un bâtiment et un autre. Par exemple, les étiquettes énergie dans le diagnostic des performances énergétiques, le DPE, donnent une échelle, mais avec des comportements qui sont des comportements identiques. C'est-à-dire qu'on s'affranchit du comportement des habitants pour justement comparer deux logements à usage identique. Sinon, on ne peut pas faire une hiérarchie entre un logement et un autre. On pourrait très bien avoir quelqu'un qui est dans un bâtiment passoire et qui se met des piles et qui ne chauffe pas, et puis de l'autre côté quelqu'un qui est dans un bâtiment très très performant qui chauffe à 25 en ouvrant les fenêtres. Eh bien, je peux vous dire que le deuxième bâtiment va consommer plus que le premier.
Voilà, donc je prends évidemment un extrême pour une caricature, mais c'est pour vous dire qu'effectivement là, c'est une vraie question, mais il n'y a pas de vraie réponse. Merci. Et dernière question hein, pour essayer de coller avec le timing, une question bien précise. Est-ce que vous pouvez confirmer que les médiathèques privées sont soumises à la RT 2012 ? En effet, a priori, seules les bibliothèques municipales sont hors réglementation thermique. Pour quelle raison, si c'est vraiment le cas? Enfin, vraiment une question précise pour le coup. Alors ça c'est une question joker. Alors là vous me prenez de court. Vous me prenez de court. Pour moi, alors je peux me tromper, mais pour moi les médiathèques n'étaient pas prises en compte dans le calcul réglementaire. Parce que effectivement, on considérait les médiathèques comme des bibliothèques, c'est-à-dire que pour traiter la médiathèque, il faut qu'il y ait un scénario de comportement et d'usage médiathèque. Puis je peux vous dire que dans la liste qui est fournie dans la méthode de calcul THBCE 2012, il n'y a pas un scénario médiathèque. Donc je ne sais pas comment on pourrait faire. Voilà, donc je dirais que pour l'instant, je ne crois pas, voilà, je ne peux pas être sûr à 100% que les médiathèques sont soumises, privées ou publiques d'ailleurs, soient soumises à l'ART 2012. Alors si le scénario existe, alors oui. C'est voilà, Thierry Strasula ici me dit le scénario existe, donc mea culpa si c'est vrai. Voilà, non mais c'est effectivement la réponse. Si le scénario existe, eh bien c'est que le bâtiment a été prévu pour. Mais là, vous m'apprenez quelque chose. Je ne sais pas si c'était dans le texte initial. Hein. Parce que de mémoire, il faudrait que je regarde mon bouquin. Tiens. Il faudrait que je regarde mon anti-sèche. Très bien, je vous remercie d'avoir répondu à ces questions. Je remercie également tous les participants d'avoir suivi ce rendez-vous expert Kiox, diablement intéressant. Je vous souhaite une bonne fin de journée et vous dis à très bientôt pour un nouveau rendez-vous expert. Vous serez tenus au courant du sujet et de la date. Merci, au revoir.